novembre 1918, 11 novembre 2025. Nous célébrons aujourd'hui l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Près de 580 000 soldats sont tombés sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Un territoire également marqué par les destructions, les guerres de tranchées. Une guerre dont la mémoire est conservée ici, à Notre-Dame-de-Lorette, la plus grande nécropole militaire française. Un lieu de commémoration qui s'est imposé dans l'histoire depuis 1919. Visite guidée des lieux pour entretenir le devoir de mémoire et ne pas oublier. Nous sommes dans le lieu emblématique du site de Notre-Dame-de-Lorette, c'est l'anneau de la mémoire. Et alors regardez, c'est assez incroyable, mais ma maman s'appelle Boulanger et il y a plusieurs boulangers qui sont tombés au combat. Je sais que du côté de mes grands-parents, il y a des personnalités qui ont fait la guerre et des résistants aussi, mais ça c'était plus la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans la Première Guerre mondiale, mon arrière-grand-père avait été gazé au gaz moutarde. Anneau de la mémoire, c'est un lieu assez symbolique et assez surprenant. Emeline, bonjour. Bonjour. Pourquoi le choix d'un anneau de la mémoire ? Alors, le choix de l'anneau, c'est aussi une symbolique. C'est la symbolique d'une ronde d'enfants, unis dans la fraternité, se donnant la main les uns aux autres pour que la paix dure. Mais cette paix, elle est fragile. Et avec cet anneau, c'est symbolique, c'est symbolisé avec une passerelle qui est dans le vide. Et cette paix, comme on le voit aujourd'hui, elle est fragile et à tout moment, elle peut se rompre. Ronde d'enfants, symboliser la fraternité, c'est aussi le symbole de ces noms qui sont ici. C'est juste un classement alphabétique. Oui, l'ensemble des noms sont classés par ordre alphabétique. Ainsi, on gomme toute distinction de grade militaire, de religion, de nationalité. Ils sont classés par ordre alphabétique. On a 580 000 noms environ de tous les soldats qui sont morts dans le Nord-Pas-de-Calais durant la Première Guerre mondiale. Cet anneau a été créé en 2014. Il a fêté ses 10 ans l'année dernière. On a donc ces 580 000 noms, mais il y a des noms qui sont de temps en temps ajoutés. Et donc, il y a une plaque supplémentaire pour ces soldats qu'on retrouve seulement maintenant ? Oui, il y a la dernière plaque, c'est la plaque dite des oubliés, où on a rajouté déjà il y a quelques années des premiers noms, et l'année dernière on en a rajouté également d'autres noms. Aujourd'hui, ça fait à peu près 35 noms depuis la création donc de l'anneau de la mémoire qui ont été rajoutés. Cet anneau, c'est aussi donc avec ces oubliés une façon justement de ne pas oublier ceux qui sont tombés, qu'on n'a pas encore trouvés. Je pense que c'est à peu près 40% de soldats qui n'ont pas de tombe identifiée aujourd'hui. Oui, on a beaucoup de soldats qui sont non identifiés. Malheureusement, on n'a pas retrouvé leur plaque militaire ou c'est illisible. Mais c'est quand même un devoir de mémoire d'avoir leur nom inscrit quelque part pour se souvenir de leur combat. Alors, il y a beaucoup de scolaires qui viennent ici. Il y a aussi des familles qui viennent de loin. Quand je vous dis beaucoup de scolaires, c'est parce que, est-ce que c'est vrai, cette légende qu'on raconte, il y aurait un certain Harry Potter ? Oui, il y a un Harry Potter inscrit dans l'anneau de la mémoire. Alors, pas le Harry Potter qu'on connaît, le sorcier, mais oui, on a Harry Potter, on a McDonald aussi, et bien d'autres noms. Cet anneau de la mémoire, vous avez dit, c'est une ronde d'enfants, mais il est aussi basé sur un modèle qui existe. Il a été pensé, c'est le modèle du mur mémorial de la guerre du Vietnam aux USA. Alors, Philippe Rost, qui est venu très récemment au centre d'histoire, nous a dit qu'en fait, ça lui est venu tout de suite, en fait, l'anneau de la mémoire. Il n'avait pas forcément d'inspiration et il avait vraiment cette symbolique de fraternité. Ça lui tenait à cœur et de paix. C'était une commande et donc la ronde d'enfants lui est venue tout de suite, en fait, dans son projet. Lieu de commémoration, on l'a dit, et ça veut dire aussi, pour le 11 novembre, cette célébration de l'armistice, c'est aussi ici le lieu concert symphonique cette année. Oui, tout à fait. Donc après cette belle montée au flambeau de la colline, on termine ici dans l'anneau de la mémoire avec un concert de l'Orchestre symphonique européen où on a plus de 150 choristes et musiciens qui seront présents avec une belle ode à la paix qui sera proposée. Belle ode à la paix, donc pour nous rappeler ces soldats qui sont morts ici pendant la Première Guerre mondiale. On va essayer de vous demander aussi ce que vous ressentez, si vous cherchez aussi des personnes de votre famille, et après on va se rendre dans la nécropole pour parler aussi de ces soldats et toujours revenir sur ce devoir de mémoire de Première Guerre mondiale.
C'est la région de ma naissance et cet endroit renforce la mémoire de tous ceux qui ont combattu entre 14 et 18 et qui sont morts. Voilà, c'est très touchant, quoi. Nous, on vient aussi d'une région qui a souffert des deux grandes guerres. Là, ici, avec tous les noms de famille, vous avez retrouvé des noms de votre famille, peut-être? Oui, déjà de mon mari. Oui, là, on vient de voir le nom de mon grand-père, donc le même nom, le même prénom. Bon, c'est pas lui, puisqu'il vivait encore quand je suis né, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir son nom ou le nom de son grand-père affiché sur cette liste de plus de 500 000 personnes. On est ici au niveau de la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette. C'est vrai que Notre-Dame-de-Lorette a été choisie dès 1919 pour devenir lieu de commémoration? Oui, tout à fait. En fait, ça a été presque une évidence, on pourrait dire, pour l'armée. C'était le lieu de grandes batailles. Et même au moment de la construction de l'anneau de la mémoire, des fouilles ont lieu. On a retrouvé la chapelle d'origine, qui était ici sur la colline Notre-Dame-de-Lorette. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi cette chapelle de nouveau dans la nécropole qui fait référence à cette chapelle d'origine. Ce qui veut dire que cette chapelle-là, c'est celle construite en 1919 et que l'autre chapelle était sur le site d'où l'on vient il y a quelques instants. Oui, en fait, juste à proximité, en fait, à l'entrée de la nécropole, on a retrouvé ces restes. Et la chapelle de 1919, c'est celle qu'on a derrière nous, qui a été construite pour la nécropole nationale. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une nécropole pour celles et ceux qui ne sauraient pas? Alors, une nécropole, c'est un regroupement de plusieurs cimetières où on a enterré des soldats de guerre. Ça peut être Première Guerre, Seconde Guerre mondiale. Et souvent, on parle de nécropole et non plus de cimetière quand on dépasse un certain nombre de soldats. Alors, ce que vous me dites, c'est intéressant parce que cette colline a aussi un surnom, la colline aux 100 000 morts. Oui, la colline aux 100 000 morts, la colline de la mort. On est ici en plein cœur des batailles d'Artois. Et durant ces batailles d'Artois, la colline de Notre-Dame-de-Lorette était un enjeu stratégique où il va y avoir beaucoup de conflits, de combats. Et durant ces 3 batailles, et notamment durant la seconde bataille d'Artois, on va avoir en quelques jours 100 000 soldats qui vont mourir pour pouvoir essayer soit de garder ou de récupérer en fait cette colline aux mains des Allemands. On sait combien de soldats sont enterrés ici? Ici, dans la nécropole, on a 42 000 soldats qui sont enterrés environ. On a 20 000 qui sont identifiés et le reste se trouve dans les ossuaires. On en a plusieurs sur la nécropole, mais on enterre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on y enterre toujours. Voilà, quand il y a des fouilles archéologiques et qu'on sait, parce qu'il reste les plaques, les médailles de la guerre, on peut les enterrer. Oui. De toute confession? De toute confession, on va respecter au sein de la nécropole les confessions. Donc que l'on soit chrétien, que l'on soit juif, athée ou musulman, on va avoir une stèle différente. Les chrétiens une croix, les athées une stèle, les juifs une stèle avec l'étoile de David et les musulmans une stèle avec un dôme et tournée vers la Mecque. Et tournée vers la Mecque, oui, parce que c'est l'importance du respect de la religion et des religions des personnes qui sont enterrées ici. Cette nécropole, elle est veillée au quotidien par les gardes d'honneur. Qui sont ces gardes d'honneur? Alors les gardes d'honneur, ce sont des personnes bénévoles. Ils viennent faire une garde par an. Ce sont plusieurs groupes qui sont souvent dans les villes aux alentours de la colline. Et leur devoir, c'est d'orienter les visiteurs pour essayer de retrouver un soldat qui est présent dans la nécropole. De leur donner quelques informations sur la nécropole également. Ils sont là en fait pour veiller sur la nécropole, sur les soldats qui y reposent. On va maintenant quitter Notre-Dame-de-Lorette pour aller à Souchet, au centre mémorial 14-18. Mais on va vous proposer quelques images de la chapelle à l'intérieur, où là on n'a pas fait d'interview pour laisser les personnes pouvoir se recueillir tranquillement, mais vous verrez, les images sont assez magnifiques. Avant de nous rendre au centre mémorial, j'ai été rejoint par Sophie William, la directrice de l'Anse Liévin Hénin Carvin Tourisme. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce beau lieu et devant un bâtiment emblématique qui vient juste d'être terminé, d'être rénové, si je ne dis pas de bêtises.
Effectivement, on est au cœur de la nécropole Notre-Dame de Lorette et au pied de la tour Lanterne. C'est la plus grande nécropole militaire française, un lieu qui est extrêmement émouvant, qui est un lieu emblématique des combats qui ont été menés pendant la Première Guerre mondiale. Vous me parlez de lieux emblématiques, ça apporte quel rayonnement ici dans cet espace, mais au niveau du département du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord-Pas-de-Calais? On est vraiment sur un site majeur d'attractivité du tourisme de mémoire en Nord-Pas-de-Calais. C'est un site qui fait aux environs 200 000 visiteurs par an. Il n'y a pas de comptage exact, oui. Mais entre la nécropole, l'anneau de la mémoire, qui est ce mémorial qui a été conçu par la région pour commémorer les disparus pendant la Grande Guerre en Nord-Pas-de-Calais, et le centre d'histoire, on a un complexe mémoriel qui attire énormément de visiteurs, familles, scolaires, des visiteurs venus de loin parfois. Alors voilà, visiteurs venus de loin parfois, c'est-à-dire qu'il y a des familles de soldats qui sont tombés ici, de soldats australiens, de soldats canadiens, qui viennent ici se recueillir? Alors, sur la colline Notre-Dame de Lorette, on est sur une nécropole française. Cependant, effectivement, on a des visiteurs qui viennent notamment du Commonwealth, qui ont combattu sur ce territoire de l'Artois pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que la question du tourisme de mémoire et du souvenir, elle est très prégnante outre-Atlantique, outre-Manche, et qu'on a des gens qui viennent rechercher un aïeul qui est tombé ici pendant la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que tourisme de mémoire, donc lié au 11 novembre, il y a donc, je suppose, des pics. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc pic de visite. Mais il y a d'autres moments dans l'année où il y a des pics de visite. Peut-être quand la guerre a été déclarée le 3 septembre 1914. Il y a ces moments-là? Alors effectivement, on a des pics commémoratifs, je dirais. Le plus populaire, c'est bien sûr le 11 novembre parce que c'est le plus connu. C'est là qu'on organise chaque année cette montée au flambeau qui est un temps très familial de recueillement. Il y a aussi de grandes cérémonies, notamment pas mal de passages présidentiels. C'est un endroit où aussi il y a des temps commémoratifs officiels. Régulièrement, on accueille des chefs d'État sur ce site. On parle donc de choses à voir, et c'est aussi ça qui est important pour Notre-Dame de Lorette et aussi le site de Souchet, donc le centre mémorial. Vous travaillez beaucoup sur l'image. Le festival Images de guerre, Guerre des images, la deuxième édition vient juste de se terminer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette création de ce festival? En quoi il est important aussi pour le devoir de mémoire? Alors c'est vrai que nous gérons ce centre d'histoire du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. C'est un centre d'histoire évidemment dédié à ce qui s'est passé, à la compréhension de ce qui s'est passé en Nord-Pas-de-Calais pendant la Grande Guerre. C'est un centre d'histoire dans lequel il y a plus de 300 photographies, des photographies amateurs, des photographies officielles. Et en fait, 1914 et 1915, c'est les débuts de la photographie militaire, la création de la section photographique des armées. Et en fait, on veut aussi, au travers de ce festival, éduquer à l'image. Éduquer évidemment à l'histoire, mais éduquer à l'image. Aujourd'hui, vous le savez, les images peuvent être manipulées. Et donc, transmettre cette connaissance, cette capacité à comprendre les images, c'était important pour nous. Au travers du festival, c'est plus de 9 projections, 3 expositions temporaires qui nous permettent, avec des décryptages d'historiens, de producteurs de films, d'échanger avec les visiteurs pour les aider à comprendre les images que nous voyons aujourd'hui, nombreuses et parfois pas toujours véridiques. Ça permet aussi de renforcer le fait que vous êtes un chemin de mémoire reconnu par l'UNESCO. Alors effectivement, depuis 2023, le site de Notre-Dame de Lorette a été inscrit parmi les 139 biens qui constituent le front ouest de la Grande Guerre, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une reconnaissance de l'importance de ce site, du sacrifice aussi de ces soldats. C'est pour nous un vecteur d'attractivité aussi, puisqu'effectivement, ça fait venir beaucoup d'amateurs de tourisme de mémoire, de passionnés d'histoire sur ce site. On parlait donc d'un site en perpétuelle évolution, que ça soit, on va aller le voir tout à l'heure, l'exposition permanente, mais la temporaire qui change énormément. Il y a aussi beaucoup d'autres travaux qui sont bientôt prévus, notamment la signalétique qui va être repensée, c'est bien ça? Accueillir autant de visiteurs sur un site, ça demande aussi de prendre soin de ces visiteurs. Donc c'est vrai que les espaces de parking, de toilettes ont été déjà rénovés cette année, et très bientôt une signalétique va permettre d'améliorer les flux, de mieux comprendre comment on passe de la nécropole au centre d'histoire et d'avoir une expérience visiteur complètement améliorée. Alors nous, on va reprendre la voiture, ça va être un peu plus simple pour aller justement au centre mémorial où nous attend de nouveau Emeline. Centre mémorial 14-18, on l'appelle un peu parfois le bunker, c'est assez
étonnant comme nom, mais en venant le voir, vous comprendrez peut-être pourquoi on lui donne ce nom. Emeline, on vous retrouve donc ici à Souchet, et l'implantation, là on va parler un tout petit peu d'histoire, l'implantation du mémorial à Souchet n'est pas faite innocemment. C'est normal que ça soit ici par rapport à cette Première Guerre mondiale. Oui, en effet, on est en plein dans la zone de combat. On est sur le front. Et c'est notamment là que s'est passé les 3 batailles d'Artois, qui ont été très meurtrières durant la Première Guerre mondiale, où on a plus de 286 000 soldats qui sont morts. Donc c'était important qu'il y ait un centre pour pouvoir présenter ce conflit. Sachant que Souchet a été aussi totalement détruite pendant cette Première Guerre mondiale. C'est aussi l'importance de rappeler ce qui s'est passé. Oui, Souchet étant au cœur en fait d'un verrou stratégique allemand, Souchet va être détruite à 100%, que ce soit par les Allemands ou par les Français, par les bombardements. Et donc il n'y restera plus rien du tout, que ce soit végétation ou habitation après-guerre. Rappel donc du lieu, le centre mémorial 14-18 vient juste de fêter ses 10 ans. On est dans la partie permanente de l'exposition. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce qu'on souhaite y raconter pour les personnes qui viennent visiter ici ce mémorial? Alors on va retrouver énormément de photographies. Nous avons un fonds d'archives photos françaises, allemandes et britanniques importants, où on va présenter des clichés d'origine du conflit, mais aussi quelques objets. Des objets issus de musées, d'institutions muséales, de collections privées ou de fouilles archéologiques du secteur, car on retrouve encore beaucoup d'objets et c'est important du coup de les présenter. Ça veut dire que le mémorial peut aussi servir de lieu de recherche pour les étudiants, pour les historiens? Alors, ils peuvent venir du coup prendre des informations. Nous n'avons pas de base de données ni de centre de ressources, mais on les accueille volontiers s'ils veulent parcourir nos collections et puis trouver des informations qui sont présentées. Ça veut dire que le mémorial est donc en perpétuelle évolution? Alors, on va être de ce qui est proposé ici, pardon. On va être en évolution, surtout sur des expositions temporaires. Le parcours permanent, pour l'instant, reste inchangé depuis 10 ans. Il y a quelques objets qui varient selon l'état de conservation. Il est essentiel, notamment tout ce qui est papier, de varier. Mais en réalité, les objets restent présents depuis 10 ans ici au Centre d'Histoire. Alors on le sait, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent et notamment aussi des scolaires parce que c'est important de rappeler l'importance de cette Première Guerre mondiale ici qui a occupé le Nord-Pas-de-Calais et notamment les tranchées. On va rencontrer quelques élèves et leurs professeurs qui visitent cette exposition permanente. Ça nous permet de faire des liens entre les chapitres qu'on a vus au collège. C'est assez spécial de cette ambiance parce que du coup on apprend plein de choses et ça nous apporte une culture générale assez variée. On a parlé de l'armement qu'il y avait durant les batailles et aussi du rôle des femmes durant la Première Guerre. Pour le devoir de mémoire, notamment pour la Première Guerre mondiale, pour voir le rôle des soldats qu'ils ont eu sur cette Première Guerre mondiale dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est un territoire majeur sur cette guerre. Comme ça, lorsqu'ils auront mon âge ou 50 ans ou 60 ans, j'espère qu'ils se rappelleront de cette journée, notamment pour ne pas oublier les atrocités qui se sont passées il y a une centaine d'années. Après l'exposition permanente, on est dans la partie temporaire en ce moment et vous accueillez l'exposition Scène de front jusqu'au 4 janvier, exposition de Yuri Bilak. Comment se fait le choix des expositions temporaires, Emeline ? Alors le choix, c'est une réflexion qu'on a en interne. On a une personne, donc ma collègue qui est Juliette Guesnard, qui est chargée d'exposition et on va essayer de travailler différents types de sujets. Avec un axe, on essaie de s'axer sur la photographie. C'est un axe qui est prenant, que ce soit dans le parcours permanent ou dans nos expositions temporaires, car on a une vocation d'éduquer un petit peu à l'image de guerre. Éduquer à l'image de guerre, justement parler de propagande ou autre. Ici, c'est très particulier le travail de Yuri Bilak, puisqu'il fait des photos en Ukraine, mais en reprenant des tableaux célèbres. C'est ça aussi qui vous a accroché pour interpeller le visiteur, les plus jeunes comme les plus âgés? Oui, c'est vrai que c'est un parti pris qui est assez intéressant. On a par exemple ici La liberté guidant le peuple, qui est quand même une œuvre assez iconique. De la Croix. De la Croix. Et Yuri a voulu faire ce parti pris d'avoir ces photographies qui interpellent le visiteur. Et c'est vrai que quand on a vu sa série photographique de 24 photos reprenant ces icônes, et ben ça nous a paru... Ça nous est apparu et on s'est dit que c'est un bon sujet pour parler de la guerre et cette question de l'esthétisation des images de guerre. On va se balader un peu dans l'exposition temporaire, Emeline, si vous voulez bien, parce que vous me parlez d'esthétisation de la guerre. J'ai une question aussi, c'est de ces photos.
elles datent de maintenant, c'est-à-dire liées justement à la guerre en Ukraine qui se passe, ou elles ont été faites avant et là elles ont une résonance encore plus forte. Là par exemple on voit la scène qui est reproduite ici donc en photo. Ces photos-là, elles datent de quelle période? Alors, ces photos datent de 2015, donc de la guerre dans le Donbass. Donc, c'est avant la guerre en Ukraine qu'on l'entend aujourd'hui, qui date de 2022. Et donc, elles ont un retentissement encore plus important, car aujourd'hui, la guerre en Ukraine, on en parle, on le voit à l'actualité, alors qu'en 2015, on n'en parlait pas tant que ça. Il y avait d'autres sujets d'actualité. Et c'est là que ces photos sont intéressantes, car on voit déjà les soldats ukrainiens, on parle de leur quotidien, mais c'est aussi... comme l'explique Yuri dans son propos, c'est de ne pas montrer la guerre avec tous ces tueries, mais plutôt montrer la guerre de l'humanité, les hommes qui sont derrière. Et c'est vraiment, avec notamment ce cliché-là de la scène, où on voit que ces hommes partagent un repas, on est dans ces moments de fraternité. Et c'est un peu ce message-là, en fait, que voulait faire passer l'artiste. Des tableaux donc assez surprenants, il y en a qu'on reconnaît, notamment la jeune fille à la perle ici. Vous nous avez dit, Emeline, que ces photos datent de 2015. Aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce que Yuri, quand il est venu présenter cette exposition, il a donné des nouvelles des personnes qui ont été prises en photo? Est-ce qu'on sait comment elles vont? Est-ce qu'elles sont encore vivantes? Est-ce qu'il y en a qui ont changé de vie, qui ont pu quitter l'Ukraine, qui est en guerre en ce moment? Alors oui, Yuri est reparti au front il n'y a pas longtemps, donc il y a moins d'un mois, il a pu rencontrer de nouveau certains des soldats ou même le petit garçon qui a fait le Petit Prince. Ouais. Et il a pu du coup leur poser des questions, de savoir ce qu'eux avaient ressenti en le voyant, qu'est-ce qu'ils avaient aimé. Et majoritairement, ils nous disent tous qu'ils ont eu un temps de respiration dans le conflit, que ça leur a fait du bien en fait de pouvoir poser avec Yuri. Et donc n'hésitez pas à venir voir donc le reportage qui se trouve donc au sein du musée avec ces soldats que Yuri a pu revoir et qui nous partagent leurs témoignages. Malheureusement, d'autres ne l'ont pas pu car ils sont morts lors du conflit. Alors c'est un petit cadeau que vous propose le Mémorial 14-18 ici à Souchez. C'est justement d'avoir une petite exclusivité, d'avoir un de ces témoignages qu'on va voir maintenant, donc réalisé par Yuri Bilak. Для мене він був образом справжнього художника. Ми швидко знайшли довіру один до одного. Я хотів допомогти йому зробити все можливе, щоб світ більше знав про війну в Україні. Фотосесія відбулася після пасхального обряду. Ми навіть не уявляли, що ці знімки вийдуть за межі нашого особистого альбому. Тоді все було простим і невимушеним. І ось уже 10 років ці фотографії подорожують світом, нагадуючи людям про нашу боротьбу. За цей час в моєму житті відбулося багато змін. І особистих, і службових. Тоді я був командиром батальйону, а зараз я начальник штабу армійського корпусу. Війна триває, і зараз я на сході, на фронті. Ми продовжуємо битися. Наші люди дають відсіч ворогу разом з підтримкою партнерів, за яку ми безмежно вдячні. Як кажуть у Франції, ліберте, егаліте, фратерніте. Для нас ці слова сьогодні є не лише ідеалами, а реальністю щоденної боротьби. Un témoignage poignant, comme vous avez pu donc le voir. On vous invite énormément à venir ici à Souchez et à Notre-Dame-de-Lorette. Les deux lieux sont l'un à côté de l'autre, vous avez pu le remarquer. Emeline, peut-être les informations pratiques, à partir de quel moment on peut venir, à quel moment c'est ouvert? On est en période d'hiver, on est le 11 novembre. Donc quand est-ce qu'on peut venir ici pour visiter tout cela, tout le site? Alors, le centre d'histoire est ouvert gratuitement toute l'année. Et pour cette période hivernale, on est ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 17h. On vous invite donc à venir visiter le mémorial et le site de Notre-Dame-de-Lorette pour comprendre l'histoire et ne pas oublier, le devoir de mémoire reste très important.